Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Nous serons au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Tchad et au Brésil. C'est le circuit du numéro du jour de votre émission. Madame, monsieur, bonjour et merci pour votre fidélité. Bonjour à vos chers confrères. Adrien Moussou, bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour aux amis téléspectateurs. Bonjour l'Afrique. Bonjour à Moïse. Oui, Soulé, bonjour. Bonjour à vous Jérôme, bonjour à l'Afrique, bonjour au monde entier, bonjour à toutes et à tous. Nous ne rentrons pas à la Côte d'Ivoire où des libérations et des grâces sont effectives depuis quelques jours. Et le propos qui nous intéresse est celui du président Ouattara. Il dit exactement ceci: j'accorde la grâce à 9 détenus arrêtés lors des troubles et violences électorales d'octobre 2020 et la mise en liberté provisoire de 69 inculpés. Prompte réponse de Ouattara à ses prédécesseurs, Gbagbo Bédié, peut-on dire, Adrien? Oui, il ne pouvait en être autrement quand on sait qu'à l'occasion de l'entrevue que les deux personnalités ont eue, c'est-à-dire Laurent Koudou Gbagbo et son successeur Alassane Dramane Ouattara, il a été question que le président de la Côte d'Ivoire essaie de voir dans quelle mesure accorder soit une grâce ou prendre des initiatives pour que ceux-là qui, dans le cadre des élections et des violences politiques des années passées, puissent véritablement recouvrer leur liberté. Donc, en cela que faisant partie des points majeurs dont ont débattu les deux personnalités, et Alassane Ouattara voulant quand même montrer ou faire preuve de bonne foi en ce qui concerne la décrispation, si tant que décrispation il doit y avoir, pour engager véritablement la Côte d'Ivoire sur la voie de la réconciliation. Il a dû saisir l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire pour essayer d'accéder à cette requête-là de son prédécesseur Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas fini, il n'y a pas que ça. Certainement que les autres requêtes de Laurent Gbagbo sont certainement en étude, le moment venu. Certainement que Alassane Dramane Ouattara en tiendra également compte. Ouattara est allé très vite, on peut dire. Oui, Ouattara a besoin de diriger un pays pacifié. Quand on se souvient des violences à travers lesquelles les Ivoiriens ont détruit des édifices publics, il se dit que Gbagbo est rentré. Vous savez que Gbagbo est un homme redoutable par rapport à Ouattara, parce que Gbagbo a eu le courage d'affronter. Vous voyez, c'était pas donné à n'importe qui. Donc, Ouattara connaît la force de frappe de Gbagbo. Il connaît aussi le soutien que les Ivoiriens portent à Laurent Gbagbo. Donc, il se dit il faut faire quelque chose pour détendre l'atmosphère. Il faut permettre aux Ivoiriens. Il a accordé une grâce collective à 3000 personnes. Donc, il veut que les revendications, sinon ce que souhaiterait Gbagbo, parce que Gbagbo bientôt va revenir en force en politique, donc il voudrait détendre l'atmosphère. Lui prépare déjà sa sortie, parce que vous savez que c'était pas prévu qu'il fasse un 3e mandat. Il a fait du forcing. Maintenant, pour assurer ses arrières, il faut qu'il permette à Gbagbo, parce qu'il a remarqué qu'à la descente de Gbagbo était plus aimé des Ivoiriens que lui, donc il n'a pas le choix que d'accéder aux requêtes de Gbagbo. Ce n'est pas les seules requêtes, Adrien l'a rappelé, il y a d'autres requêtes qui sont en étude, donc il a intérêt à aller très vite, parce qu'aujourd'hui, il faut tout faire avant que Gbagbo ne revienne sur la scène politique, parce que Gbagbo prépare son retour. 69, c'est bien loin des 110 qu'a demandé Gbagbo. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, dit l'adage. C'est là justement que c'est progressivement que tout pourra entrer dans l'ordre, ou tout pourra se faire. Bon, vous savez, il y a également parfois cet orgueil ou ce sentiment qui fait que, à vouloir tout donner tout de suite, de fond en comble, vous n'aurez certainement plus de cartes en main, en fait. Ça fait ce que vous voulez dire. Oui, il faut quand même avoir encore quelques cartes en main pour que le vis-à-vis puisse toujours vous mettre sur ce piédestal-là dont vous avez besoin pour vous faire entendre davantage. Parce que Moïse le soulignait tantôt,
Oui, il faut bien que Alassane Ouattara assure ses arrières, et assurer ses arrières pour lui, c'est préparer son départ du pouvoir. De sorte que, sait-on jamais, la politique, parfois, c'est un changement, comme qui dirait, entre le chasseur et la proie. Vous comprenez bien, les opposants d'aujourd'hui, certainement, ce sont eux qui seront aux affaires demain, on ne sait jamais. Gbagbo pourra alors tirer les ficelles d'un ombre, ou devenir très fort, et le moment venu, lorsqu'il sera question de river son clou à Alassane Dramane Ouattara, il se trouvera peut-être un Laurent Gbagbo qui dira « mettez un peu d'eau dans votre vin » en son temps. Voici la mesure dont il était servi avec moi. Bon, vivement que nous essayons de faire les choses dans les règles de l'art pour essayer quand même d'édulcorer ce qui pourrait besoin de l'être. Moïse Ouattara dit qu'il continue d'examiner les cas. Oui, il ne peut pas tout donner. Pourquoi? Il faut, c'est trop facile. Laurent Gbagbo même sait qu'en demandant, il ne peut pas tout obtenir. Parce que si Ouattara donne tout aujourd'hui, c'est qu'il montre la faiblesse de son pouvoir. Ça veut dire qu'il ne peut pas résister à Gbagbo, que Gbagbo est plus fort que lui. Mais Gbagbo n'est pas plus fort que lui. Donc, il donne un peu et il garde le reste. Parce qu'à un moment donné, il faut commencer par négocier. S'il donne tout, avec quoi il va négocier après? Et puis vous allez voir qu'il y a encore des éléments qu'il garde. Même dans les autres réclamations de Laurent Gbagbo, il ne va pas tout donner, il va donner un peu. Peut-être au fil des années, au fur et à mesure qu'on s'approche de la sortie de Ouattara, il va donner un peu parce que lui, il a besoin de quelqu'un. S'il est revenu au pouvoir, c'est parce qu'il n'a trouvé personne pour lui assurer ses arrières. Ceux qui devaient le remplacer sont passés de vie à trépas. Donc il est revenu pour assurer ses arrières. C'est très important. En politique, surtout en Afrique, les présidents, quand ils veulent partir, ils veulent toujours que quelqu'un soit là pour que demain ne les traîne pas devant la justice. Et c'est une caution. Déjà, il est en train de faire la cour à Laurent Gbagbo. Je vais m'occuper de tes réclamations. Je vais te donner une partie de ce que tu réclames pour qu'à ma sortie, tu puisses aussi penser à ce geste que j'ai fait pour dire, mais les gars, il a accepté de collaborer. En fait, c'est une collaboration qui facilite la sortie de Ouattara du pouvoir. Et Bédié dit on continue les discussions, cette fois avec les grands noms de l'opposition. Il parle de Soro, par exemple. Ah oui, voilà également un autre joker, si je puis ainsi le dire, même si pour le moment, il est en disgrâce. Nous le disions dans ce studio. Pour qu'il y ait véritablement réconciliation en Côte d'Ivoire, ne pensez-vous pas qu'il soit opportun également que l'on prenne en compte le cas Soro? Parce que, à ne pas prendre en compte ce cas, qu'il s'agisse de Gbagbo, de Kona Bédié, ce pourrait être également une épine dans leur pied. Gbagbo, j'ai lu il y a quelques heures ou quelques jours, qui faisait justement allusion au cas de l'ancien Premier ministre ivoirien. C'est vrai que, entre lui et cet ancien Premier ministre qui est devenu par la force des choses le président du Parlement, Soro, ce n'est pas la lune de miel. J'ai juste tenté de dire que c'est toujours la lune de fiel. Mais pour avoir fait l'expérience qui est la sienne, en allant passer 10 ans hors de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo s'est rendu à l'évidence d'une chose: on est mieux que chez soi, et c'est chez soi que véritablement vous pourrez vous sentir à l'aise pour mener les combats de votre vie. Pourquoi pas, pour concrétiser quelques-uns de vos rêves. Et en fait, des rêves politiques, souvent on en a. Maintenant, il se fait que pour le moment, il passe un quart d'heure difficile parce que le prince régnant actuellement en Côte d'Ivoire, a certainement des griefs contre lui, vous avez vu. On lui a complètement balancé une peine devant la justice. Lorsqu'on sait comment est-ce que ça fonctionne, à moins qu'il n'y ait une loi d'amnistie pour qu'il puisse véritablement retrouver sa virginité politique. Nous attendons de voir. Mais toujours est-il que lors des échanges, des discussions, des huis clos, Kona Bédié, l'autre vétéran, mettra toujours un point d'honneur à mettre le cas Soro dans la balance. Bédié dit n'écartons personne. Moïse. Non, le problème qui va se poser, Soro a été disciple de Gbagbo, après il a été récupéré par Ouattara. Et Ouattara, dès qu'il va voir le rouleau compresseur de Gbagbo, pourrait donner une loi d'amnistie à Soro et opposer. Vous voyez ça venir? Oui, opposer Soro à la puissance de Gbagbo. En fait, on est en politique, parce que si vous suivez bien, Soro et Blé Goudé étaient les éléments de Gbagbo.
élément formé par Gbagbo sous Mfouet. Mais après, qu'on appelle Ouattara a récupéré Soro contre Gbagbo. Donc aujourd'hui, Soro étant devenu gênant, a été écrasé par Ouattara. Ouattara, voulant neutraliser peut-être l'avancée de Gbagbo, va récupérer à nouveau Guillaume Soro. Nous sommes en politique. Et lui va dire, bon, fiston, écoutez, on laisse tomber le passé. Parce que Ouattara, quel que soit ce qu'on dit, a peur de se présenter. Parce qu'on lui a reproché des actes de violence. Lui aussi pourrait peut-être, quand il va quitter le pouvoir, passer devant la CPI. Ce n'est pas interdit. Donc aujourd'hui, il faut qu'il prépare sa sortie. Et qui pourrait lui garantir cette sortie-là? Il va voir. Est-ce qu'il ne faut pas faire un clin d'œil à Soro? Parce que Soro a des ambitions. Soro a envie d'être président de la Côte d'Ivoire. Et si on peut lui offrir ça sur un plateau d'or, il ne dira pas non. N'est-ce pas trop demandé, Alain? Oui, c'est trop demandé, mais c'est à croire que en forçant un troisième mandat, Alassane Dramane Ouattara lui-même s'est mis dans un cul de sac, en fait. C'est cela. Ah oui, mais il en a voulu de trop et il faut bien lui en imposer davantage. À lui-même de savoir résoudre cette équation pour le moment. Il a cherché, c'est ça. Il a cherché, il a trouvé. Ce sont des termes qui plaisent bien à nos amis ivoiriens. Il a cherché, il a trouvé. Vivement que lui-même, il trouve la porte. Il a cherché Gbagbo, comment? Ah oui, justement. Pour être plus précis. Il a trouvé quoi? Il a cherché Gbagbo. Il a trouvé. Si c'est Gbagbo, c'est qu'il va supporter. Oui, parce que demain, l'avenir politique en Côte d'Ivoire, il faut compter avec Soro et Charles Blé Goudé. Oui, il faut compter avec les deux là. Et l'un va se ranger du côté de l'autre. Peut-être que Ouattara va récupérer Soro et Gbagbo va garder son Blé Goudé. Et les deux vont s'affronter parce qu'ils sont allés à la même école. Donc ils ont été formés par Laurent Gbagbo et ils connaissent déjà les ficelles et les rouages de la politique. Oui, ou au pire des cas, peut-être, on peut chercher à sacrifier même Soro, mais au profit de Blé Goudé en le récupérant. Parce que c'est la jeunesse, en fait. On tape sur la jeunesse. Vous comprenez bien, pour ne pas trop faire profil bas. En tout cas, nous sommes en politique. Tous les coups sont permis. Tous les jeux sont possibles. Après, nous restons en Côte d'Ivoire, cette fois avec Gbagbo de façon pointue. Il dit exactement ceci: sur le chemin de la lutte, on rencontre souvent quelques écueils. Quand tu marches et que tu vois une pierre, tu ne te bats pas contre la pierre. Tu la contournes ou tu sautes. C'est Gbagbo qui l'a dit. Diverses politiques consommées entre Afi N'Guessan et... Ouais, c'était un pointillé. C'était un pointillé, en cela justement que certains, avec le retour de Laurent Gbagbo, s'attendraient à un bras de fer entre son ancien Premier ministre, Afi N'Guessan. Pourquoi? Par rapport à la paternité, je dirais, du parti. Vous n'êtes pas sans savoir. Bon, Gbagbo se revendique toujours de ce que, en 1982, si je ne me trompe, c'est lui qui a créé son parti, l'UFPI, le Front Populaire Ivoirien. Bon, il s'est fait que contingence politique obligeant, il s'est retrouvé à l'extérieur. Afi N'Guessan devrait conduire la troupe, mais les choses ne se sont pas bien passées. Vous avez compris que finalement, il y a eu des ailes. Bon, aujourd'hui, que faut-il faire avec cette envie pressant d'aller en politique? Bon, Gbagbo, pour s'éviter des surprises devant les juridictions, parce que c'est on jamais. Vous pouvez bel et bien aller devant les juridictions, vous qui avez créé votre parti, vous qui en avez la paternité, mais on peut vous dessaisir de cela. On peut déclarer que, bon, à partir de cet instant, vous n'êtes plus fondé à réclamer un droit de paternité. Donc, voilà, il a caricaturé l'obstacle, la pierre, c'est bien, Afi N'Guessan, son ancien compagnon. Finalement, il va porter sur les fonds baptismaux son parti politique, c'est-on jamais dans quelques mois, octobre, cela c'est sûr que ce sera en octobre. Vous aurez compris que véritablement, Gbagbo tient à s'assumer entièrement sur le plan politique, certainement qu'il mettra les bouchées doubles pour essayer de rallier autant de monde que possible. Et là également, je crains qu'avec l'imminente création de ce nouveau parti de Laurent Gbagbo, le FPI conduit jusque-là par Afi N'Guessan de perdre des plumes. Il dit contourner la petite pierre. Petit Pascal, c'est ça? Non, oui, écoutez... Il le minimise? Il a constaté que les principes du FPI ont été corrompus. Désormais, il ne peut pas se lancer dans une bataille juridico-judiciaire avec Pascal Afi N'Guessan. Il a estimé que, bon, la meilleure façon de régler les choses, c'est de créer son parti. Et c'est la façon la plus polie de vider le FPI. Parce que quand il va créer son parti, les classiques de Gbagbo qui sont encore dans le FPI vont quitter. Et Afi N'Guessan va se retrouver. Certain?
Vous êtes certain, moi? Oui, ils vont partir. Moi, j'ai suivi un peu en direct l'arrivée de Gbagbo. Gbagbo, c'est une icône. Et puis, Afin Guessan n'a pas mené le combat qu'il fallait mener en absence de Gbagbo. Il a dormi tout le temps? Oui, il a dormi tout le temps. Il a laissé faire. Donc, moi, tous les Ivoiriens, tous les hommes politiques ivoiriens devaient se dire qu'au retour de Gbagbo, il ne peut pas continuer avec FPI. S'il ne crée pas un autre parti, c'est que politiquement, il est fini. Parce que là, actuellement, c'est Afin Guessan le président. Donc, il doit se soumettre à la volonté du président, alors qu'il est le créateur. S'il doit réclamer son parti, parce qu'il a mené des luttes en 82, n'oubliez pas que c'était encore une faute qui était au pouvoir. Et personne n'avait le courage d'affronter une faute. Donc, il a mené des luttes, mais il s'est rendu compte que les objectifs de départ ont été trahis. Et il ne veut pas se créer des problèmes, aller au tribunal, on va perdre le temps, et vous n'aurez même pas le temps de présenter un candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc il a contourné la pierre. Je te laisse FPI, je vais créer mon parti. Et ceux qui sont d'accord avec Gbagbo vont quitter le FPI. Afin Guessan sait que, en évoquant cette idée, il sera déplumé. Il risque de rester l'homme de lui-même. Il n'y a plus de négociations possibles. Gbagbo ne veut plus récupérer FPI parce que FPI a quitté sa trajectoire. FPI n'a pas mené la lutte qu'il fallait mener quand Gbagbo a été mis en prison. C'est pourtant lui qui parle de réconciliation à l'intérieur de ce parti, Gbagbo. Oui, mais non, parler de réconciliation, cela ne veut pas dire. Ça va mal dans ma maison, entendons-nous? Non, par rapport à ce qui se passe au niveau du parti, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, non. Vous êtes allé assez loin, c'est ça? Allez assez loin. Je vous ai dit tantôt que Gbagbo tient à faire de la politique. Et Moïse le soulignait tantôt. Mais l'autre lui fera monter les enchères, forcément. L'autre lui fera monter les enchères. Parce qu'il sait qu'en permettant à Laurent Gbagbo de reprendre les rênes au niveau du parti, ben lui, il passe en seconde zone. C'est à peine qu'il ne sera même pas hors zone, parce que l'un des reproches qui est fait également à Afin Guessan, c'est de cette peut-être un parti compromis. Compromis. Comment là? Ah oui, avoir été un peu condescendant, je dirais, avec les dirigeants de la Côte d'Ivoire, ceux-là qui ont régné depuis que Gbagbo a du parti pour la CPI. Et parce que véritablement, ce lutteur, ce frondeur-là, qu'il devait incarner, il ne l'a pas suffisamment incarné. C'est vrai, après Mouchti, on peut mener des combats, mais attention, il n'a pas enfilé le dossard de meneur tel qu'il devait l'enfiler pour véritablement imposer le FPI. Et quelques élections ont pris par là. Ce devrait être à l'aune même des résultats de ces élections-là, des résultats obtenus par le FPI, dirigé par Afin Guessan, qu'il faut déterminer véritablement sa cote de popularité. Mais en fait, de cote de popularité, le jeune n'en valait pas la chandelle. En fait, c'est ça qu'il s'agit, parce que c'est jusque-là Laurent Gbagbo qui a profité à tous au niveau du FPI. Donc, visiblement, il fallait que les choses aillent dans ce sens-là. Et Moïse Pascal Afin Guessan dit que Laurent Gbagbo abandonne la bataille inopportune et destructrice qui mène depuis 7 ans, puisqu'il dit qu'il va créer un autre parti avec le même contenu. Non, Adrien l'a bien dit. Afin Guessan a fragilisé le parti du point de vue combat. Combien d'élections il a gagné? Quelle est la représentativité du FPI au Parlement? Disons-nous clairement les choses. S'il avait suivi la ligne tracée par Gbagbo, c'est qu'ils auraient du poids au Parlement. Ils n'en ont pas eu. Il a, à un moment donné, on dirait qu'il avait envie d'abandonner le combat. Gbagbo a son combat, lui, il dit, avec ce parti, je ne peux plus continuer le même combat. Parce que d'abord, au lieu de renforcer le parti a été fragilisé, donc Gbagbo revient. Lui, il tient à faire de la politique. Parce qu'il estime que la meilleure façon d'aider la Côte d'Ivoire, de sauver la Côte d'Ivoire, c'est de faire de la politique. Mais il ne peut plus faire la politique avec le FPI. Il veut créer son parti. C'est vrai qu'Afin Guessan, déjà, il entrevoit sa chute. Il ne peut pas dire autre chose. Vous pensez qu'il va applaudir la création du parti de Gbagbo? Non, il va s'y opposer. Il va peut-être faire des réunions nocturnes et dire aux gens n'allez pas là-bas, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si Afin Guessan est vraiment de l'opposition ou bien de la mouvance. C'est mi-figue, mi-raisin. Vous n'arrivez pas à le situer? Non, mi-figue, mi-raisin. Moi, je n'arrive pas à le situer. Parce que c'est une affaire de combat. Un combat politique. Et quand vous avez vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, bon, on sait que Afin Guessan, c'est pas question de tempérament. En matière de combat politique, il y a les convictions de votre parti politique. Est-ce que les convictions de départ du FPI sont restées les mêmes? Et le géniteur du parti, il sait pourquoi il a créé son parti, il connaît les différents combats qui ont été menés. Aujourd'hui, il dit bon,
il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Donc il va créer son parti. Si quelqu'un vient, il vient. Et si quelqu'un veut, il vient avec moi. Si quelqu'un ne veut pas, il reste là-bas. Et là, quand il va créer son parti, attention, Ouattara n'aura pas des sommets tranquilles parce qu'il sait qu'avec Gbagbo, c'est le populisme. Il continue avec ses pics, Afin Guessan, Adrien. Il dit que Gbagbo endosse de manière assumée devant nos compatriotes et devant l'histoire la responsabilité du schisme qui marque désormais l'épopée du FPI. Non, schisme, c'est qu'un euphémisme que de dire que schisme, ce processus-là. FPI est mort. C'est ça? Lui, FPI, oui. Il aura suffi seulement qu'en octobre, si tout va bien, si l'agenda était respecté, que Gbagbo crée son nouveau parti, vous aurez compris que, bon, le FPI sera complètement vidé de sa substance, il fera une coquille pratiquement vide. Il dit qu'il va tenir, hein? Ah, mais en Afrique, dans les pays africains, la plupart des pays africains, surtout francophones, l'expérience, nous la connaissons. Soit il se fait rapidement coopter par un parti de la majorité présidentielle, à défaut d'être nommé bombardé ministre, et puis on les donne chance complètement pour ne pas faire profil bas et sortir par la petite porte. Évidemment, nous sommes en politique, les choses se négocient. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas certain que lorsque Laurent Gbagbo aura créé son nouveau parti, le FPI et Afin Guessan puissent tenir davantage sur la scène. C'est vrai, ils peuvent exister en tant que leader et parti politique, mais pèseront quoi? Pas plus, comme ce qu'il dirait, en plein le jargon des sportifs. C'est ce que je crois. Fini politiquement avec Simone également? Oui. Gbagbo, vous savez, pour faire de la politique, c'est une affaire de confiance. Gbagbo n'a plus confiance en ses lieutenants parce que le travail n'a pas été fait. On l'a fragilisé, on ne l'a pas soutenu. Aujourd'hui, lui, il estime que des gens se sont compromis avec le pouvoir en place et que les réalités ne sont plus les mêmes. Parce que s'il commet l'erreur de rester dans la FPI, on va l'étouffer. Il n'est pas la première personnalité. On nous dira, mais non, vous n'êtes pas responsable, mais vous perturbez les activités du parti. Il ne veut pas se mettre sous la coupole de Afin Guessan. Il ne veut pas recevoir des ordres. Il sait pourquoi il veut créer son parti. Je crois. Adrien bien, si vous observez bien, le jour où on va créer le parti, Afin Guessan, il parle pour se défendre. Ce sont les derniers soubresauts d'un veillard en agonie. C'est fini ça. Il sait que dès que Gbagbo va porter sur les fonds baptismaux son parti, vous allez voir. Parce que Gbagbo veut créer son parti pour conquérir le pouvoir. Le boulevard est ouvert après le départ de Ouattara. On ne sait pas. Donc, Gbagbo veut se positionner en bonne position pour récupérer le pouvoir. Parce qu'il n'avait pas fini de gérer le pouvoir qu'il a conquis quand on... Il faut qu'il meure président? Non, il ne mourra pas président. Alors? Il veut laisser quelqu'un d'autre le faire. Il peut son parti et se retirer. Il peut créer son parti et positionner quelqu'un, mais il sera au devant du combat. Vous savez, si Gbagbo ne se met pas au devant du combat, il aura du mal à choisir un dauphin. C'est maintenant qu'il va créer son parti. Même s'il veut positionner un candidat, il sera derrière, il va le pousser jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Et là, vous savez, dans un pays même si Gbagbo reste, ils sont restés là, ils n'ont pas pu trouver des hommes de poids pour pouvoir affronter Ouattara. Donc, en politique, c'est pas ça. Gbagbo, il veut faire de la politique, il veut plus continuer avec les mêmes, il veut créer son parti. Moi, Afin Guessan cesse de faire tous ces discours-là, qu'il pense à son point de chute. Va-t-il s'associer à la mouvance? Va-t-il aller chez HKB, Henri Konan Bédié? Il n'a qu'à chercher, là il va atterrir, sinon il sera fini politiquement, il n'aura même plus de statut politique. Vous voyez Gbagbo candidat à la prochaine présidentielle? Bon, pas forcément, et comme Moïse le dit si bien, il lui faut quand même être influent au niveau du parti. Là, il pourra coacher celui-là ou ceux-là qui pourraient être candidats. Il pourra leur indiquer la direction à suivre tout en demeurant le mentor. Vous comprenez bien? Donc, parce qu'à 76 ans déjà évolue, c'est vrai que le poids de l'âge étant ce qu'il est, c'est vrai qu'il va même risquer. Mais sait-on jamais, hein? Sait-on jamais? Si, bon, il essaie de tâter le pouls et de voir que, bon, un essai vaut la peine d'être fait, quand même, l'expérience vaudra certainement la peine d'être faite également. Il n'y a que les trois. Ouais, justement, et a priori, c'est pas évident, mais si nous sommes en politique, il ne faut jurer de rien. C'est vrai qu'entre-temps, hein, l'actuel président de la République pourrait, afin de les écarter tous les trois, donner des instructions au Parlement, malheureusement. Instructions. Pour réviser. Oui, parce qu'il a la majorité. En Afrique, la plupart du temps, dans les pays africains, c'est les instructions, malheureusement, qui sont données la plupart du temps aux députés, en fait. Ça gêne, ça étonne, ça surprend. C'est les instructions. Ne tournons pas autour du pot.
Comprenez bien, il nous rassure seulement. Il lui donne des instructions pour dire, bon, essayez de me réviser ça, mettez l'âge de limitation en 10 ans. Ils seront tous fort clos. Et là également, Gbagbo pourra véritablement rebondir. Parce que c'est également une stratégie, je ne dirais pas un stratagème, c'est une stratégie peut-être également en montrant des signes de velléité pour être éventuellement candidat, une stratégie pour clarifier tout ça et obliger l'autre à prendre peut-être une décision dans ce sens, qui sera boudée certainement, mais il aura permis d'écarter ces 3 dinosaures-là de son temps clair. Vous devez faire ça, Moïse. Mais oui, parce que tout à l'heure on a parlé de la politique ivoirienne appartiendra désormais à Soro et Blé Goudé. Parce que si les 3 dinosaures s'en vont, et je suis convaincu que Gbagbo Ankaya, son parti, va récupérer avec lui Blé Goudé. Forcément. Qu'il va positionner. Maintenant, qui va récupérer Soro? Qui va récupérer Soro? Donc, si Gbagbo n'arrive pas à se présenter à la prochaine élection présidentielle, c'est qu'il va mettre Blé Goudé là, et Blé Goudé sera soutenu. Maintenant, Ouattara avait déjà dit qu'il faut commencer par initier les jeunes. Il faut léguer le pouvoir aux jeunes. Il faut qu'il trouve dans son cas aussi un jeune qui pourra affronter éventuellement Blé Goudé et Guillaume Soro. Et nous continuons avec le Burkina Faso, avec le cas de l'extradition de François Compaoré. Et le ministère burkinabé de la Justice dit exactement ceci. Moïse, je suis avec vous. Si sa détention venait à être ordonnée par le juge, les conditions de détention, en tout cas, ne sont pas aussi exécrables que ses avocats tentent de le faire comprendre. L'ambassade de France au Burkina a accès régulièrement aux centres de détention qui sont à l'image du niveau de vie des Burkinabés. Ça, c'est de la phraséologie, ça. François Compaoré n'est pas n'importe qui. Et c'est vrai que la justice française a autorisé son extradition, mais le Conseil européen des droits de l'homme a dit non, parce qu'on sait, on pourrait le tuer facilement. On n'envoie pas ces gens. Vous voyez ça venir? Mais oui. Quand vous êtes en prison, lui parle, mais écoutez, on peut l'empoisonner comme on peut susciter une révolte dans la prison, on va l'assassiner. On sait comment ça se passe en Afrique. Il vaut mieux qu'on aille juger. Est-ce que vous connaissez un homme politique qui a été facilement extradé comme ça en Afrique? Les seules raisons que les avocats évoquent dans tous les cas que j'ai lus, c'est qu'on dit ce n'est pas sûr qu'ils bénéficient d'une justice équitable. Ce n'est pas sûr que les droits de l'homme, que ces droits soient respectés en prison. Et c'est les mêmes raisons que les gens ont invoquées. Parce qu'on n'a pas confiance en la justice en Afrique. On n'a pas confiance aux hommes politiques. On m'a dit, bon, il y a une rébellion à la prison, quelqu'un l'a poignardé avec un couteau empoisonné, et puis il est mort. C'est fini, affaire classée. Donc on veut aller au thème de ce procès-là, qu'il reste là-bas et on va le juger. Simplement. La France y est favorable. Les lignes bougent désormais, non? La France, hier, c'était pas évident. Oui, hier, c'était pas évident. La France est favorable. Vous avez vu que tout de suite, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, certains ont créé victoire avant que le Conseil européen des droits de l'homme ne mette un bémol. Et là, on a dû pousser un soupir du côté de François Compaoré. Moralité de l'histoire, lorsque vous êtes aux affaires, vous êtes puissant. Non, on ne cesse de le dire. Faites l'effort d'être juste. Pensez à demain. Pensez à demain, faites l'effort de prendre des dispositions et lois qui garantissent véritablement une justice équitable à tous. Parce que demain, ce couperet-là pourrait planer sur votre tête. C'est ce qui arrive aujourd'hui à François Compaoré. Parce qu'à un moment donné, il était omnipotent. Le petit président. Oui, vous comprenez bien. Omnipotent, et puis on allait, on venait, circuler, rien à tirer. Parce qu'il ne s'est pas imaginé que son grand frère perdrait un jour le pouvoir, vous avez compris. Donc voilà, leçon de vie aujourd'hui, c'est-à-dire que forcément, ce qui arrive là doit pouvoir servir de leçon à ceux qui sont encore aux affaires, ceux qui sont tout puissants. Nul n'est et ne sera éternellement puissant. Tout ça parce que le dossier a été classé comme ça, vous avez vu, non-lieu. Comment ça le fait par ici? Mais oui, le continent, je veux dire. Mais ça, le continent africain, on sait comment on étouffe les dossiers. Mais pourtant, on a fait des enquêtes, on a déposé des rapports où sa responsabilité aurait été engagée. Chacun doit répondre de ses actes. On n'est pas éternellement puissant, hein? Quand vous regardez autour de moi en Afrique, tous les présidents qui ont été puissants, ils ne savaient pas qu'en 2014, on allait balayer son frère. Ils ne savaient pas. Donc aujourd'hui, l'histoire vous rattrape. Tous les actes que vous avez posés quand vous êtes puissant, il doit être jugé. Moi, je suis d'accord qu'il soit jugé. Et qu'il soit condamné maintenant. S'il est condamné, on va voir ce qu'il vient à faire la prison chez lui. S'il vient chez lui, c'est sûr qu'un illuminé va le tuer.
va le tuer. Donc, il faut qu'il réponde parce que vous avez assassiné votre chauffeur, un journaliste d'investigation se met à faire des enquêtes, vous lui ôtez la vie. Tout le monde sait que dans le monde de la presse, le décès de Norbert Zongo, attention, les journalistes, Reporters sans frontières ne veulent pas laisser ça impuni. Donc il y a des organisations internationales qui veulent voir clair dans cette affaire. Parce qu'il a été, toutes les enquêtes convergent vers lui, donc il faut qu'il réponde. Et ils ne savaient jamais qu'il allait répondre parce qu'ils étaient au pouvoir, ils ont fait non. Quand vous êtes au pouvoir, vous pouvez décider d'aller chez Adeline, ramasser toute sa famille, jeter-les en prison parce que vous êtes au pouvoir, vous êtes puissant. Mais le jour où vous allez descendre, le même couperet, on m'a dit allez chercher sa famille, foutez sa famille en prison. Que les gens prennent exemple sur Zuma, attention, quand vous êtes au pouvoir, on n'est pas éternellement puissant. Et je suis d'accord que l'on lui garantisse ses droits. Mais il doit être jugé, on doit situer ses responsabilités. S'il a des complices, s'il y a des commanditaires, il nous dira. Parce que c'est trop facile de dire que bon, si lui on va le tuer, mais il doit répondre de ses actes. Il faut dire que chacun tire la leçon. On n'est pas puissant éternellement. La décision de l'Europe est provisoire. Justement, elle est provisoire et au Burkina Faso, certains, surtout ceux-là qui veulent bien voir François Compaoré être différé devant les tribunaux burkinabés et prier tous les dieux pour que véritablement extradition se fasse. Oui, l'essentiel est qu'on lui garantisse véritablement les normes de sécurité qui vaillent, parce que comme il ne faut pas banaliser ce que disait tantôt Moïse, parce qu'en prison, sur le tropique, on peut susciter une émeute, un trouble et tout ça, on dira que bon... ils ont fait pire, non? Bon... pire de quoi aujourd'hui? Bon, justement, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance. Vivement que ces choses qui arrivent là, en ce 21e siècle-là, servent de leçon, nous le disions tantôt, à nous tous en fait, à nous tous, dirigeants, journalistes, qui que nous soyons, que ces gens servent de leçon pour dire que il faut demeurer parfois modeste, la tête sur les épaules, lorsque vous avez la puissance de tout un peuple en main. Parce que demain, on retiendra ce que vous aurez fait de cette puissance-là, en bien ou en mal. Fils, frère, épouse, le président, on se permet beaucoup de choses en Afrique. Mais oui. Il n'avait aucune charge officielle, lui. Je vous ai dit sur ce plateau la dernière fois qu'on a vu des enfants de président brûler des billets de 10 000 pour retrouver une pièce de 100 francs. Parce qu'on est au pouvoir, personne ne peut s'y opposer. Donc, c'est ça la réalité en Afrique. Quand on est au pouvoir, on se permet tout. On brime tout le monde, mais ça vous rattrape toujours. Je crois que lui, il y a d'autres cas dans l'ombre, c'est sûr que le pouvoir qu'il a, on va sortir tous les dossiers, parce que quand vous avez fait du mal, vous ne devez pas... Même quand vous n'avez aucune charge officielle, vous vous permettez cela? Mais vous avez vu le jeune qui a tenté de poignarder un président quand il est allé en prison, qu'est-ce qui lui est arrivé? On le ramène en prison. Dès qu'il va descendre de l'avion, il y aura des élèves qui vont lui régler son compte, parce que les gens diront non, même s'il est condamné, la peine ne calmera pas la douleur de la famille Zongo. Donc quelqu'un va se faire passer pour l'envoyé de Dieu et va le rectifier. Malheureusement en Afrique. C'est leur mot fort là-bas, c'est ça? Oui, parce que l'autre chose qu'il faut craindre, c'est que lorsque vous avez ce chef d'accusation principal, mais dans le prétoire, attendez-vous à ce qu'on vous envoie un dossier d'accusation. Ah oui! Eh oui, c'est ça qu'il est question. C'est pas écarté, hein? C'est pas écarté. On va fouiller dans la poubelle. Justement, à voir ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait au Burkina Faso lorsqu'ils étaient tout puissants, presque rien. Alors là, les gens vont leur sortir des dossiers, en fait. C'est ça qu'il est question. Hey. Ah oui. Gouverner sagement, c'est ça. Sagement. C'est le conseil. Oui. Avis acquis de droit, c'est ça. Même dans nos maisons, hein, c'est ça. Ah oui. Ah oui. Et nous sommes au Brésil. Je suis avec vous, Adrien. Les parlementaires rejettent le bulletin de vote à imprimer de Bolsonaro. Et lui-même, il dit quoi? Si cette méthode perdure, ils vont avoir des problèmes. Hein, parce qu'un camp, le nôtre, pourrait ne pas accepter le résultat. Il me reste déjà là. C'est une agitation, je dirais. Excusez-moi. Une agitation. C'est une agitation de quelqu'un qui se voit déjà hors du pouvoir à la prochaine élection présidentielle au Brésil. Pourquoi maintenant changer les règles du jeu en plein jeu en demandant désormais qu'on imprime des bulletins? Mais vous n'êtes pas sans savoir que cela a plus de risques également. En cela qu'on va véritablement tripatouiller des votes multiples à n'en plus finir. Mais non, fort heureusement que là-bas, il y a un parlement. Les parlementaires, ils sont restés droits dans leur bottes. C'est ça le rôle d'un parlement. Ah, il y en a un là-bas. Ah oui, c'est le rôle d'un parlement, ça. Malgré le coup de botte des militaires. Mais non, de quoi se mêle-t-il? Ça, c'est le parlement. Le parlement doit pouvoir dire sagement
À qui de droit, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chères autorités, ne sommes pas sur le droit chemin, ce n'est pas le bon filon. Trouvons-le ailleurs. Ils n'ont fait que faire leur devoir. Et le peuple doit pouvoir leur savoir agréer en cela justement qu'il ne saurait cautionner cela. Parce que le rôle des parlementaires également, c'est d'œuvrer pour faire maintenir la cohésion et la paix sociale. En allant dans la direction indiquée par Bolsonaro, mais c'est à croire qu'on veut retourner à un état dictatorial. Parce que c'est jusqu'en 1985, là. Jusqu'en 1985, le Brésil, c'était la dictature. C'est en 85-86 qu'ils ont amorcé le processus démocratique dans ce pays. Et avec un parlement mis en place, là, même s'il disposait d'une majorité relative au sein de ce parlement-là, c'est bon, à bon chat, bon rat, ces parlementaires-là, il faut les féliciter. C'est des actes de bravoure. Il faut bien que ces actes-là inspirent d'autres parlementaires de par le monde. La présidentielle s'annonce tendue dans ce pays, selon vous? Voilà un président qui veut organiser la fraude. Ah bon, comment? Il veut faire de la fraude. Vous savez qu'avec les bulletins imprimés, on peut bourrer les zones, les unes. Ça veut dire que, bon, il est venu à l'école des présidents africains, il veut bourrer les unes parce qu'il n'est pas sûr qu'il passe. Vous faites si bien ici? Mais, oui. Voilà que vous gagnez avant le jour de l'élection. Mais oui, c'est ça qu'il veut faire. Du génie. C'est ça qu'il veut faire. Je crois que voilà un parlement qui refuse les instructions. Oui. Bien qu'on ait organisé un défilé des militaires, ça n'a pas ébranlé leur courage. Ils sont allés, ils sont restés droits dans leur botte. C'est ça la démocratie. Chacun doit pouvoir jouer son rôle. Qu'est-ce que le président de la République reproche au vote électronique? Là, tu ne peux pas voter deux fois. Tu votes une fois, c'est fini. Oui. Mais avec les unes, on peut rester dans une chambre, remplie, bourrée. C'est pas possible. Quand on a évolué dans une démocratie, on ne recule pas. On fait des propositions pour aller de l'avant. C'est pas parce que ça ne vous arrange pas forcément qu'il faut changer les lois. Moi, je crois que beaucoup de parlements africains doivent prendre l'exemple sur le Brésil. C'est pas parce que les militaires font défiler là pour vous influencer que vous allez dire « Ah, moi, je veux sauver ma tête ». Non, vous êtes élu parce qu'on sait que vous êtes capable de faire quelque chose. Je dis, mais bravo à ces parlementaires-là, que le président de la République, qu'il travaille. Son bilan parlera pour lui. Mais s'il n'est pas capable de travailler, qu'il se prépare à être balayé, c'est aussi simple que ça. Quelle intention il a en voulant ramener les bulletins imprimés? Nous savons comment ça se passe. Il n'est pas en Afrique. C'est en Afrique que les présidents africains refusent le vote électronique. Mais ailleurs, les gens ont accepté, mais lui veut revenir sur... Pourquoi? Parce que le vote électronique lui pose problème. Il dit déjà que son camp acceptera. Ça veut dire que, quel que soit le type de vote, eux, ils sont prêts à contester. Voilà un président qui veut foutre le bordel, comme on dit. C'est-à-dire qu'après moi, c'est le déluge. Mais il y a un Dieu qui observe. Et je remercie ces parlementaires-là. C'est ceux qui vont désormais veiller au grain. Oui. Ils vont veiller au grain. Toutes les lois qu'on va envoyer à l'Assemblée dans le cadre de modifier et la méthode de vote sera refusée, carrément. Mais il est venu au pouvoir par ce canal. Justement, il faut se demander... un mal élu alors lui-même. C'est la question qu'il faille lui poser. En cela qu'il faut se poser la question de savoir quelle mouche l'a piqué pour qu'il en vienne là. Non, vous savez bien que son bilan n'est guère reluisant. Et la pandémie du Covid-19 est venue complètement assombrir le tableau, où il lui est reproché de n'avoir pas été proactif par rapport à la croisade contre la pandémie, où il y a eu des milliers de morts. Ça comptera à l'heure du bilan. Vous comprenez bien, et lui-même sait que ce sera à l'aune des résultats. Là-bas, c'est à l'aune des résultats tout au long de votre mandat que dans les urnes, les électeurs apprécient. Non, ce ne sont pas les yeux fermés, où vous avez beau faire n'importe quoi à la tête du pays, gérer comme vous l'avez entendu, comme une épicerie parfois. Dans les urnes, on vous reconduit. Mais non. Cette ère-là est révolue, et je crois que les Brésiliens savent désormais à quoi s'en tenir, parce que qu'est-ce qu'ils craignent? Ils craignent que le camp Lula ne revienne aux affaires. Ce n'est pas Lula, c'est peut-être quelqu'un, parce que là-bas, le parti des travailleurs... puissant, demeure influent, vous avez vu. Et entre-temps, les charges qui pesaient, les charges retenues à l'encontre de Lula, ces charges-là, il croit savoir, ont été carrément mis de côté, mis en parenthèse. Il y aurait eu mal donne par endroit. Bon, où les intentions de vote, déjà, créditeraient le parti là de Moscou. Donc, il craint l'effet boomerang de ce qu'il aura fait, parce que en accédant au pouvoir, les Brésiliens avaient cru qu'avec cette droite-là, les choses se passaient autrement. Il y aurait une évolution, mais en fait d'évolution, rien n'en a été, et c'est la déception. Donc, dans les urnes, très prochainement, il aura le temps de le constater amèrement. Bolsonaro sur les traces de Trump, peut-on dire? Oui, c'est clair, non? Quand vous ne travaillez
travaillez pas et que votre peuple vous repose des choses, vous n'avez pas envie de partir. Vous savez, son sommet est hanté par le nom de Lula. Il sait que le camp de Lula travaille pour son retour et il sait qu'avec le vote électronique, c'est le meilleur vote. Là, il n'y a pas possibilité de frauder. Et que si on devait garder ce principe-là, il va partir. Et aujourd'hui, se dit, bon, il faut ramener l'ancienne méthode, parce que là, je pourrais bourrer les unes. Non, c'est ça. Moi, parfois, je suis un peu embêté quand les pays que nous considérons comme les pays de grande démocratie commencent par africaniser entre griffes les élections. Oui. Ça me pose un problème. Je dis, mais est-ce que ce que nous faisons en Afrique... Vous êtes un label? C'est si intéressant que là-bas, bon, Trump à la fin, Trump ne voulait pas partir. Il a demandé aux gens de prendre en otage le Capitole, qui est un symbole de la démocratie. Aux États-Unis, aujourd'hui, le président au Brésil, on est en train de voter, on fait parade militaire juste pour influencer les députés. Ça ne passe pas. Non, en Afrique, c'est pas le bon modèle. Les gars, gardez le bon modèle pour que nous puissions avoir les yeux tournés vers vous. En suivant Bolsonaro, nous allons créer le chaos dans un système qui fonctionne très bien, rétorquait le président du tribunal supérieur électoral. Déjà, il faut bien l'avoir à l'œil. Il faut l'avoir à l'œil parce que ce n'est plus un pointillé, ni un filigrane. On sait déjà à quel candidat on aura affaire à l'occasion de la présidentielle prochaine au Brésil, en cela que, d'entrée de jeu, il conteste déjà les résultats des élections avant que les élections n'aient lieu. Les structures chargées d'organiser les élections l'ont à l'œil et verront bien. Elles tiennent bon de ce côté-là. Justement, c'est en démocratie, c'est ce qu'il faut. En démocratie, c'est ce qui donne un peu de piquant au processus. Et c'est passionnant. Chacun joue sa partition et à la fin, on essaie de voir qui a pu tirer son épingle du jeu avec toute la dextérité possible, avec toute l'élégance requise. Au Tchad, on a marché la dernière fois et là, nous partons dans ce pays avec cette citation. Avant, on nous interdisait de marcher, mais à force de persévérer, nous avons fini par obtenir les autorisations. La marche de la coalition d'opposition, Moïse. Oui, le Wakitama veut qu'on change de direction. Wakitama accuse l'implication directe de la France. Je crois qu'on avait déjà dit sur ce débat-là que la France a récupéré le Tchad. La France veut faire sa volonté. On a dit 18 mois. Les gens ont estimé qu'on peut faire 18 mois. Ça veut dire qu'on veut faire 3 ans au pouvoir. Les gens disent non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. On veut que le pouvoir soit géré équitablement par les civils et les militaires. On avait déjà dit sur ce plateau que la junte militaire ne veut pas quitter le pouvoir. Et les conditions de vie et d'existence deviennent très difficiles pour les Tchadiens. Donc, la coalition Wakitama, nous savons quel rôle cette coalition joue, est montée au créneau pour dénoncer les exactions. Est-ce qu'ils seront écoutés? Parce qu'ils ont un doigt accusateur sur la France, pour dire que c'est la France qui encourage la junte militaire à faire ça. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que les Tchadiens dirigent la France ou bien dirigent le Tchad? C'est pourquoi je dis, ces militaires qui étaient venus là ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir. On vous a dit 18 mois. Et les gens demandent qu'on accélère le processus. C'est qu'ils prennent le temps. Ils prennent le temps. Ils ne sont pas prêts d'organiser les élections pour passer la main aux civils. Donc, les Tchadiens aujourd'hui ne vivent plus à l'aise. Donc, ils veulent récupérer ce qui leur appartient. Les libertés, la santé, l'école. Parce que quand ces militaires-là étaient venus, on croyait qu'ils allaient mieux faire. Mais ils sont venus perpétuer le règne comment ça s'appelle, les débits. Débit père. Débit père et débit fils a été choisi par la France pour continuer, parce que vous savez qu'en matière d'intérêt en Afrique, le Tchad représente un pion pour la France. Et là, Adrien? Non, à mal enfourné, en fait, un peu comme on dit le proverbe, c'est là justement que c'est plus la mort subite, je dirais, de Débit père que la France s'y est mal prise. En cela, justement, qu'entre-temps, il y a eu le Camalien qui a dû les confondre. En cela, il ne pouvait plus faire volte-face. Donc, le chef de l'État français a dû se débattre, arguties et arguments se mélangeant, mais il n'a pas pu convaincre. Et les faits sont aujourd'hui là, qui indiquent clairement que les Tchadiens n'en veulent pas. Et l'autre gaffe de Débit-Fils, cette interview qu'il a accordée à Jeune Afrique quelques temps après, où déjà il annonçait clairement et a décrypté cette interview-là. Vous comprenez bien qu'il veut bien s'asseoir. Non seulement il est venu pour assurer les arrières de son feu père, mais il veut bien s'asseoir. Parce que, ne l'oubliez pas,
au Tchad, lorsqu'on prend les importantes structures, sociétés, mais c'est la famille, le clan du président qui occupe les postes stratégiques. Et vous comprenez bien que en délaissant le pouvoir tout de suite, les Tchadiens découvriront davantage les différents poteaux roses qu'il y a eu. Ah oui, il faut bien qu'ils dégagent le plancher pour que les Tchadiens se sentent véritablement en démocratie, ou à défaut d'avoir déjà la démocratie, qui se sentent à l'aise. Le vivre ensemble, ce n'est pas de cette façon-là qu'on pourra le construire au Tchad, parce que là, c'est un dictat en fait qui est opposé aux Tchadiens qui ont besoin de plus de liberté. Moïse l'a dit tantôt, de liberté, pour que vivent davantage l'école, les centres de santé et autres structures vitales dont ont besoin les Tchadiens pour promouvoir leur développement socio-économique. N'en sommes pas là parce que, présentement, la France, tenant compte de ses intérêts géostratégiques et économiques, eh bien, veut tenir toujours comme la junte au pouvoir, comme le chien qu'on tient avec les laisses pour essayer de jouer plein jeu. Mais là, je ne pense pas. Là-bas, ils sont aussi courageux, les Tchadiens, à ce que je sache. Vous savez bien, on leur interdit parfois de marcher, mais ils ont bravé parfois les forces de l'ordre pour le faire. Donc, que la junte militaire prenne suffisamment ses responsabilités et prenne garde, surtout parce que lorsqu'ils n'en pourront plus, ce n'est pas évident que la junte puisse contenir véritablement les militaires. On nous a dit que oui, il fallait que la junte là soit maintenue aux affaires pour contrer les djihadistes. La semaine dernière, les djihadistes en ont tué là. Vous comprenez bien? Alors si ce n'est que ça, comme le disait un célèbre personnage dans un ouvrage, et si c'était ça, les indépendances, il supportait les Toubabs. Bon, il dit dans le cercle des tropiques d'Alim Fontouré en son temps. Vous comprenez bien? Donc, il va falloir qu'on laisse les Tchadiens s'approprier leur véritable indépendance, se gérer. Vous pouvez apporter aide et assistance, mais dans une certaine réciprocité qui n'avilisse pas l'autre. Les Tchadiens ont insisté, persisté, ils ont marché. Ça a tué qui? Personne. On les a écoutés. Maintenant, il faut mettre en application, il faut tenir compte. Ils étaient encadrés par une trentaine de véhicules policiers. Oui, pourquoi là? Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas intérêt que la marche là dégénère. Parce que sur le plan international, on ne voit pas d'un bon œil le comportement des militaires. Mais je dis, ce qui va tuer ce régime, c'est une implosion. Parce que ça va venir tous les militaires. Parce que tout le monde sait que Déby Fils qui est là, c'est pas le plus méritant. C'est pas le plus méritant. C'est parce qu'on veut garantir des intérêts et qu'il est resté tout le temps dans le pantalon de son pater, de son père, il maîtrise tout. Donc il faut le mettre là. Et Adrien l'a rappelé, ce sont les intérêts géostratégiques. Mais au sein de la junte, par rapport au positionnement, aux nominations, aux désignations, je crois qu'on va faire de la frustration. Et c'est cette frustration-là qui pourra sauver le peuple tchadien, parce que quelqu'un à qui on dit que vous avez une transition de 18 mois, et ça, son premier réflexe c'est de dire c'est pas suffisant, on va faire 18 fois 2, ça fait 3 ans, ça veut dire qu'il n'est pas prêt de partir. Quand il partira peut-être quand il va finir de siphonner les ressources du pays. Les Tchadiens ont besoin de la paix. C'est vrai qu'ils ont pu obtenir cette marche, donner la possibilité aux gens de marcher et d'exprimer leurs revendications. Vous prenez en compte leurs revendications, ce qui est satisfaisable, vous prenez et vous allez. Parce que si vous empêchez le peuple, heureusement qu'il a compris qu'il ne fallait pas empêcher le peuple. On a encadré pour éviter les débordements, parce que c'est vrai que dans ces pays-là, le pouvoir peut encore introduire ces éléments pour tout casser. Après, on dira que c'est les responsables de la coalition Ouattara qui n'ont pas pu maîtriser leurs éléments. Et là, bon, on va accuser les gens de violence, on va les mettre en prison. Mais je dis, les gens ont parlé. Il faut les écouter. Parce que cette marche-là sera répétée. Tant qu'on n'aura pas gain de cause. Et ce que l'on demande, c'est pas compliqué. On ne demande pas à la jeune d'aller chercher la lune avec ses dents. On dit, nous voulons plus de liberté, nous voulons vivre heureux. Donc, il faut que le régime en place. La France, vous savez, c'est ça qui fait que parfois, certains Africains s'attaquent au bien français. S'attaquent au bien français. Parce qu'on voit derrière tout ce qui se passe la main du président français. On voit la France derrière ça. Donc, si la France ne prend pas ses responsabilités, d'ici à là, que les Tchadiens se mettent à détruire les biens mobiles et immobiliers des Français, en Djamena, partout dans le Tchad, on va dire, mais les Africains, ce sont des sauvages. Ils ne sont pas sauvages. Vous venez chez eux, vous venez les brimer, vous ne leur donnez pas la possibilité d'être heureux, alors que le sous-sol tchadien est riche. Donc, il faut qu'on fasse attention. La junte doit vite, sinon, d'ici à là, à l'intérieur, ça va cafouiller, ils vont se tirer dessus, et puis bon,
là, on sera obligé d'écourter la transition. Mais c'est parce que la France ne veut pas aider le Tchad. La France n'a aucun intérêt qu'on organise les élections. Parce qu'un travail se faisait avec des... On dit seul le Tchad pouvait lutter contre les djihadistes dans la zone. Donc c'était un pignon central pour la France. Maintenant, écoutez, il faut que les Tchadiens multiplient ces marches-là. Il faut qu'ils mettent la pression. Et que cette pression-là amène les responsables à respecter les 18. En 18 mois, on pouvait faire la transition et organiser une élection si on n'a pas d'autres idées derrière la tête. Laisser les peuples marcher, peut-on le dire, Adrien? Oui, il faut bien que les gens s'expriment, en fait. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais c'est aussi ça, la démocratie. Mais ce qui surprend, lorsque ces dirigeants-là montent au créneau, c'est pour dire que non, tout se passe bien, les gens vont y venir, ils ont la liberté, et se prévalant d'une certaine souveraineté, et que moi j'ai toujours trouvé qualifié de relative. La souveraineté n'appartient qu'au peuple. Le peuple ne fait que leur déléguer une partie de cette souveraineté-là. En cela, justement, que normalement, à des moments donnés, quelles que soient les lois que vous avez pu voter, à un moment donné, lorsque le peuple n'en veut pas, et qu'il ne commence pas à attirer votre attention sur le fait que là où vous allez, là, ça arrive de dégénérer. Vous n'insistez pas. Vous n'insistez pas. Vous devez reculer. Vous devez être à l'écoute du peuple, en fait. Parce que vous n'êtes qu'un prestataire de service au profit du peuple. C'est le peuple qui vous a donné mandat. C'était que dans vos discours, allocutions, interventions, escathédra, vous avez l'habitude de dire que oui, il n'y a que le peuple, il n'y a que le peuple. Mais à des moments donnés, le peuple vous envoie des signaux. Le peuple fait bien s'exprimer. Mais vous dites non, il n'en est pas question. Alors vous détenez votre souveraineté de qui? Pourtant, lorsque ça ne va pas et que face à vos opposants, à ceux qui vous critiquent, vous voulez quand même montrer que vous avez été élu, vous faites allusion à la souveraineté du peuple détenteur de pouvoir. Mais vous n'êtes qu'un délégué. Vous n'êtes qu'un agent contractuel, je dirais. En cela que le peuple peut vous révoquer à tout moment. Donc vous devrez être à l'écoute du peuple. Donc, au Tchad, je crois savoir, c'est avant qu'on disait, tous les militaires ne sont plus des grenouilles. Il y a des officiers bien capés, qui sont bien instruits. Alors, ils doivent pouvoir, au niveau de cette junte-là, donner des conseils, prodiguer des conseils. Oui, le général, là, aujourd'hui, nous savons comment cela s'acquiert. Avant, pour être général, hein, attention, vous avez vu, avant, pour être général en Afrique, ce n'était pas une mince affaire, mais depuis quelques années, je dirais que c'est à croire que c'est galvaudé en Afrique. Hélas. Hélas. Hélas, c'est ça, oui, hélas. Et nous bouclons avec le Sénégal. Au déguisé, il passe le bac à la place de sa copine. Alors, la veille du bac, j'ai été évacué à l'hôpital après un malaise survenu à la porte du lycée. Ne sentant plus les capacités à passer le bac, 2 solutions sont offertes à moi. Soit abandonner le bac, soit demander à Kadim de se substituer à moi pour composer ma place. Une demande que Kadim n'a pas déclinée. Le con. Les gens parlaient de fraude passionnelle. Il aime ça de le signer. En fait, c'est en anglais. Hein. J'ai lu quelque part que, connaissant les difficultés de sa fiancée à sa sortie en anglais, il s'est déguisé en femme pour aller composer à sa place. Il attend. Non, c'est une erreur à ne pas commettre. On ne sacrifie pas sa vie pour une femme que vous n'avez même pas su d'épouser. Et même si c'était votre épouse. Et puis je ne sais pas s'il a réfléchi à la sanction qu'il pouvait... Parce qu'on ne peut pas tromper tout le monde. C'est vrai qu'il s'est travesti, il a passé le premier contrôle, il est allé. C'est en pleine composition qu'on a mis la main sur lui. Je crois que c'est pas gentil de sa part. Il vient de traîner dans la boue le nom de sa famille au détriment d'une femme. Il préfère une femme. Et c'est pas évident que cette femme-là... Bon, je dis, il a fait un choix. Il a peut-être voulu... Vous savez, à trop regarder aussi le cinéma parfois... Les films, quand les blancos font ça, il va essayer, il a essayé. Maintenant, on a mis la main sur lui. Et puis, c'est pas bon. Je crois que ici, c'est un cas particulier. Les cas que nous connaissions, c'est que des gens changer de nom. Une femme va composer la femme d'une femme. On sent juste les noms. Et puis, mais ici, maintenant, c'est un homme qui sait que c'est pas le courage. Moi, j'appelle ça audace. Audace. Il s'est habillé, il est venu à 17h composer. Ça veut dire que c'est un coup bien préparé. Il savait, c'est pas improvisé parce que la démarche, l'habillement, tout ça là, c'est pas un coup de tête. Ça veut dire qu'il s'est entraîné. Et puis bon, il a voulu. On dit que la maladie
récente, là. Il s'est entraîné, il tente de s'entraîner. Devant les enquêteurs, il a dit non, que c'est par amour pour sa chérie qu'il allait composer. Désolé pour lui. Le sens des valeurs en Afrique, Adrien. Oui, moi je suis attristé à se rendre compte que bon, nous autres, quand même, avons planté des choux blancs par rapport à ce bac-là, avant de l'avoir, parce que ça, l'anglais n'était pas éliminatoire, ou bien n'est pas éliminatoire, non? Si t'es que ça dulciné, ne voyait pas bien en anglais, bon, quand même. D'autres matières. Avec d'autres matières. Avec d'autres matières, pour s'en sortir. Peut-être que dans les autres matières, elle avait déjà broyé du noir. Ah bon, sait-on jamais. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas encouragé. Il faut le décourager. Et comme Moïse le dit si bien, est-ce qu'il est même certain qu'il va convoler en juste noces avec cette dulcinée-là? On ne sait jamais. Parce que c'est une affaire d'amour, de mariage, où les liens se font et se défont. Et en cela que, sur un coup de tête, un matin, la dame peut lui dire « Je n'en veux plus. Amour, barre-toi. » Bon, est-ce qu'il a pu quand même échafauder plusieurs plans, plusieurs scénarios, et mis des hypothèses, lui, candidat? Non, à moins qu'il s'agisse d'aller composer pour ressusciter son père, encore que. Donc, il n'a pas trouvé le bon filon. N'y voyez-vous pas un goût de facilité? Mais oui, c'est ça, je sais. C'est le goût de la facilité, c'est partisan du moindre effort. Cette fille-là, elle est partisane du moindre effort. Elle peut pas. Si tant est qu'elle aimait ce monsieur, elle devait refuser cette offre-là. Voilà. Parce qu'elle devait savoir que je suis resté assis à côté de quelqu'un qui peut facilement dévisager. Lui, là, il s'est dit que masque. Bon, aux examens, on vous dit si c'était au Bénin, on va vous dire d'enlever votre voile, d'enlever votre masque, puisque chaque fois, il faut contrôler les identités. Bon, lui, là, a cru que quand on l'a laissé entrer dans la salle, il se disait que c'est pas. Mais ça, c'est la perte des valeurs. Et c'est dangereux. Quand on arrive à ce point-là, où un homme, pour je ne sais quelle passion, prend de gros risques pour dire je vais composer juste pour une matière, pour sauver quelque chose. Non, c'est pas bon. Il faut que l'on puisse revoir l'éducation. Et là, ça pose le problème de la démission des parents. Parce que s'il avait été bien éduqué par ses parents, il n'aurait jamais à 22 ans sacrifié sa vie pour une femme. À 22 ans, on continue d'étudier, on se projette dans l'avenir, on se construit un avenir avant de penser femme. Mais lui dit déjà, parce que, écoutez, maintenant, bon, personne ne va le prendre au sérieux, ce monsieur-là n'est pas sérieux. Faites attention, un fou donné, c'est grave. La justice est allée très vite, hein? On parle de flagrant délit. Flagrant délit, c'est tout trouvé. Moi, j'aurais souhaité qu'à la fin du baccalauréat, à moins que les résultats ne soient déjà proclamés, avoir le relevé pour voir si véritablement la fille n'avait pas travaillé dans les autres matières et qu'on soit allé jusqu'à aller composer en ces lieux et places. Et le verdict vous dit quoi, Adrien? Non, bon, je dirais même qu'il est clément, ce verdict-là. Parce que c'est qu'on a la blague, là, hein, oui. Oui, c'est clément. Mais bon, comme le dit si bien Moïse... 7 choux fermes. Oui, toute une flétrissure. On a parlé de circonstances atténuantes, parce que devant les enquêteurs, il a dit qu'il a agi par amour. Bon, ça compte. Mais c'est toute une flétrissure et tout un déshonneur pour sa famille. Mais lui, il va faire le buzz. Comme les Blancs, lui aussi, il a fait le buzz. Voilà, j'ai réussi à me déguiser, à me travestir pour aller sauver mon amour. Je suis sûr que après avoir purgé sa peine, il va perdre cette fille-là. Nous devons donc franchement nous occuper de nos enfants. Hein. Oui, l'éducation et les vraies valeurs éthiques et morales, les inculquer. Si tu échoues, tu échoues. Mais oui, il faut dire à l'enfant, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il n'y a pas que 20 ans dans la vie, il y a aussi 0. Oui. Et quand tu as 0, tu supportes. Les autres commencent derrière par là. Ben oui. Donc, il y a pour certains, c'est qu'il n'y a pas de sous-moyen. Non. Il y a les hauts, il y a les bas, il y a l'échec, il y a le succès. Donc, il faut apprendre aux enfants à vraiment avoir la tête sur les épaules, éviter les solutions de facilité. Parce que là, moi, je ne dirais pas que c'est pas un con, c'est un imbécile. C'est un imbécile, oui, un imbécile, tranquillement. Moi, je ne ferais pas ça. Pour dire, bon, parce que si le coup réussissait et que la fille va décrocher son bac, il va le larguer, quoi, pour dire, bon. Mais tous deux sont mal éduqués. La fille qui a proposé ça à ce monsieur d'abord. C'est ça, la fille ne l'aime pas. Si la fille l'aimait vraiment... À bien le regarder, vous ne proposerez pas ça à tout homme. On appelle ça proposition indécente. Il ne devait pas accepter ça. Tout simplement. Merci à Moïse, merci à Adrien, madame, monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Nous retrouvons bientôt.